L'opposant Umaro Sissoko Embalo remporte la présidentielle en Guinée-Bissau. Le chef du parti MADEM devance le candidat du PAIGC Domingos Simoes Pereira. Il obtient 53% des voix. En Centrafrique, les forces de l'ordre de retour au PK5 à Bangui. Ce quartier à majorité musulmane a enregistré des affrontements ces derniers jours. Le bilan établi est au-delà des 30 morts. Et puis, en Indonésie, les inondations frappent plusieurs villes dans la capitale Jakarta. Au moins 9 personnes ont perdu la vie. Il s'agit des pires inondations depuis celles enregistrées en 2013. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Eh bien, en Guinée-Bissau, c'est l'opposition qui a gagné la présidentielle. L'ancien Premier ministre Umaro Embalo Sissoko a été donc élu président de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest à histoire tumultueuse en s'imposant face au candidat du parti majoritaire Domingos Simoes Pereira, selon évidemment les résultats officiels annoncés ce mercredi par la commission électorale. Umaro Sissoko Embalo, 47 ans, a comblé un retard de 12 points concédé à son adversaire lors du premier tour et remporte 53,55% des voix dimanche dernier contre 46,45% pour Pereira Domingos Simoes, a annoncé la Commission électorale nationale électorale. Je déclare qu'Umaro Sissoko Embalo est le vainqueur de ce second tour, a dit le président de la CNE, José Pedro Sambo. Des scènes de joie ont immédiatement éclaté à proximité de l'hôtel, placé sous très haute surveillance policière, où les résultats ont été proclamés. Une foule grossissante de supporters de Embalo a ensuite envahi le centre de la capitale Bissau, improvisant des concerts de casseroles, de classons et de bidons, chantant et dansant ou déployant des banderoles rouges et blancs géants, signe distinctif de Embalo, ont constaté des journalistes de l'AFP. La participation a été de 72,67%, pratiquement identique à celle du premier tour, le 24 novembre, pour 761 676 électeurs inscrits, selon la Commission nationale électorale. Un nouveau creuset politique voit le jour en Gambie. Le président Adama Barrow a donc lancé ce mardi son propre parti politique. Le dirigeant pose ainsi un geste qu'il a franchi un peu plus de la coalition qui lui avait permis de remporter le pouvoir il y a 3 ans. Le chef de l'État a formellement enregistré la nouvelle formation, le National People's Party, NPP, dont il est le dirigeant auprès de la Commission électorale indépendante. L'annonce intervient alors que les relations entre le président Adama Barrow et son ancien parti, le Parti démocratique uni, UDP, le plus important du pays, se sont détériorées et 2 semaines après que des milliers de manifestants aient réclamé qu'il quitte le pouvoir après 3 ans, comme il s'y était engagé. Investi par une coalition de l'opposition pour défier le président Yahya Jammeh, qui dirigeait l'ancienne colonie britannique d'une main de fer depuis 22 ans, Adama Barrow a remporté la présidentielle du 1er décembre 2016. L'accord de coalition stipulait que Barrow démissionne de sa formation UDP pour se présenter à l'élection en tant qu'indépendant et qu'il organise après 3 ans une nouvelle élection à laquelle il ne pourrait pas se présenter. Une partie de la coalition a accepté en septembre qu'il aille au bout de son mandat de 5 ans. Mais 2 des partis membres, dont le UDP, n'ont pas adhéré à ce changement. À présent, disposer de sa propre formation politique devrait permettre à Adama Barrow de se présenter sous ses propres couleurs lors des prochaines échéances électorales, selon les observateurs. Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré s'est adressé à son peuple. Le chef de l'État a assuré ce mardi que la victoire sur le terrorisme était certaine. C'était lors d'une adresse télévisée à la nation à l'occasion du Nouvel An. Dans une adresse télévisée à la nation à l'occasion du Nouvel An, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a assuré que la victoire sur le terrorisme était certaine. Le chef de l'État, dont le pays est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait près de 750 morts et 560 000 déplacés depuis 2015, a affiché cette assurance, mais aussi sa foi en l'unité et en la détermination inébranlable de son peuple face à l'adversité.
Le président Kaboré a estimé que cette victoire sur le terrorisme ne se fera pas seulement sur le plan militaire, elle doit être également gagnée sur le plan du développement. Le chef de l'État a par ailleurs souligné les efforts des 5 pays sahéliens alliés contre les groupes djihadistes pour la montée en puissance de la force militaire conjointe du G5 Sahel de concert avec les alliés internationaux. 35 civils et 7 soldats ont été tués il y a une semaine dans la ville d'Arbinda, dans le nord du pays, l'attaque la plus meurtrière subie par le Burkina Faso depuis le début des violences djihadistes il y a 5 ans. Depuis 2 mois, les forces de défense et de sécurité burkinabais ont cependant revendiqué une série de succès, affirmant avoir tué une centaine de djihadistes au cours de plusieurs opérations. En République centrafricaine, l'Organisation des Nations Unies et le gouvernement ont annoncé le retour des forces de l'ordre au PK5, une annonce qui laisse sceptiques les habitants de ce quartier de Bangui à majorité musulmane, un quartier qui est donc devenu une zone de non-droit ces derniers jours où 30 personnes au moins ont été tuées lors des affrontements. Les patrouilles des forces de sécurité intérieure centrafricaines, avec le soutien de celles de la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, vont réapparaître dans les rues du quartier PK5, dont les innombrables boutiques sont le poumon commercial de la capitale centrafricaine. L'annonce a été faite mardi par l'ONU et le gouvernement centrafricain. Elles doivent remplacer les groupes d'autodéfense que les commerçants musulmans avaient d'abord financés en 2013 pour se protéger des affrontements entre rebelles de la Seleka et groupes anti-Balaka, mais qui étaient devenus de plus en plus violents. Excédés par le racket mis en place par ces groupes, les commerçants avaient pris eux-mêmes les armes le 26 décembre dernier. Les affrontements avaient fait plus de 30 morts, selon la Croix-Rouge. D'après des témoins, la révolte des commerçants a eu l'effet voulu. Les groupes d'autodéfense sont cloisonnés chez eux et ils demandent la protection de la MINUSCA contre les commerçants. Dans les rues du PK5, un calme fragile est revenu et les marchés ont rouvert malgré la destruction de nombreuses boutiques. Mais le syndicat des commerçants reste circonspect, même si certains habitants veulent voir dans cette annonce du retour des forces de l'ordre au PK5 un grand pas en avant. Les pays membres de la Ligue arabe ont tenu une rencontre urgente ce mardi au Caire. À l'ordre du jour, l'ingérence en Libye, la signature de 2 accords par le gouvernement d'union nationale avec la Turquie fait redouter l'escalade de la violence dans ce pays déjà meurtri. La Ligue arabe a souligné, à l'issue d'une réunion urgente mardi à la demande du Caire, la nécessité d'empêcher les ingérences en Libye, où le gouvernement de Tripoli a signé 2 accords avec Ankara, dont l'un porte sur la coopération militaire. Dans une résolution adoptée par les délégués permanents réunis au siège de la Ligue arabe au Caire, l'organisation a dit son refus et souligné la nécessité d'empêcher toute ingérence qui puisse contribuer à faciliter la venue en Libye de combattants extrémistes terroristes étrangers. Les pays membres ont également exprimé leur forte inquiétude face à l'escalade militaire qui aggrave encore davantage la situation en Libye et menace la sécurité et la stabilité des pays voisins et de la région tout entière. Plongée dans le chaos, depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est aujourd'hui déchirée entre 2 autorités, le gouvernement d'union nationale GNA, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, et un pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar dans l'Est. Le maréchal Haftar a lancé début avril une offensive pour conquérir la capitale et annoncé le 12 décembre le début d'une nouvelle bataille décisive pour s'emparer de Tripoli. Il est soutenu par l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Russie. Fin novembre, la Turquie a signé 2 accords avec le gouvernement d'union nationale. L'un porte sur la coopération militaire et l'aide que la Turquie pourrait apporter au GNA dans sa lutte contre les troupes du maréchal Haftar. Et le second porte sur la souveraineté maritime. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a dénoncé le 17 décembre toute velléité de contrôler la Libye voisine au surlendemain de cette rencontre à Istanbul entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le chef du GNA. L'émissaire de l'ONU en Libye a regretté l'internationalisation du conflit sous extension territoriale, notamment au niveau maritime, et aussi l'escalade militaire proprement dite.
Hong Kong, pour le nouvel an, a de nouveau été le théâtre d'une gigantesque manifestation. Des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie ont défilé ce mercredi, espérant insuffler en 2020 un nouvel élan au mouvement. À cette occasion, il y a eu encore des affrontements qui les ont opposés à la police. La manifestation a débuté pacifiquement dans l'après-midi de mercredi à Hong Kong, puis des affrontements ont éclaté autour du cortège. Visée par des cocktails Molotov, la police anti-émeute a fait usage de gaz lacrymogène et de gaz au poivre. Dans des scènes devenues familières, les policiers anti-émeutes se sont déployés aux alentours de la marche, y compris à la station de métro de Wan Chai. Des manifestants masqués et vêtus de noir se sont rassemblés pour construire des barricades de fortune. Des commerces ont été vandalisés. Le Front civil des droits de l'homme, qui avait obtenu l'autorisation d'organiser cette manifestation, s'est vu intimer l'ordre d'y mettre fin sitôt qu'ont démarré les affrontements. La manifestation visait à mettre la pression sur l'exécutif local afin qu'il accède aux demandes des protestataires, comprenant un véritable suffrage universel, une enquête indépendante sur le comportement de la police et l'amnistie pour toutes les personnes arrêtées depuis juin, environ 6500, dont près d'un tiers âgés de moins de 20 ans. L'ex-colonie britannique connaît depuis juin sa plus grave crise depuis sa rétrocession à Pékin en 1997. La contestation pour obtenir des réformes démocratiques s'est traduite par des marches pacifiques rassemblant des millions de personnes, mais aussi de violents affrontements entre policiers et manifestants. Et puis les inondations battent leur plein en Indonésie. À Jakarta, la capitale, au moins 9 personnes ont été tuées. L'information a été donnée ce mercredi par les autorités après les pluies torrentielles durant le réveillon du Nouvel An. Il s'agit des pires inondations à Jakarta depuis celle de janvier 2013 qui avait fait plusieurs dizaines de morts en Indonésie. Selon les autorités, environ 13 000 personnes ont été évacuées, mais ce chiffre ne comprend pas les habitants des villes satellites de Jakarta. L'électricité a été coupée dans de nombreux quartiers de l'agglomération de Jakarta qui compte environ 30 millions d'habitants. Certaines liaisons ferroviaires et l'un des aéroports de la ville ont été fermés. Un adolescent de 16 ans a été électrocuté et 3 autres personnes sont mortes d'hypothermie, a déclaré le chef de l'agence de gestion des catastrophes. Parmi les victimes figure un couple âgé qui s'est retrouvé piégé à la maison dans un quartier où l'eau est montée à 4 mètres après qu'une rivière soit sortie de son lit. Une autre victime s'est noyée et 4 autres personnes sont mortes après des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies mardi soir dans la banlieue de la capitale. Selon le ministère des Transports, en raison des pistes inondées, les vols ont été annulés à l'aéroport Halim qui accueille des avions commerciaux et militaires. Il faut dire que Jakarta est régulièrement frappé d'inondations durant la saison des pluies en Indonésie qui a commencé fin novembre. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.